Ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est acté. Aujourd'hui marque le jour où le personnage le plus énigmatique de One Piece, l'éminence de l'ombre de la Terre Sainte de Marie-Joise, passe enfin à l'action. Imu Nerona, Imu fit Gunko certes, mais Imu tout de même. Hashtag le boss du One Piece Game. C'est magistral. Cela faisait depuis le chapitre 906 qu'on attendait qu'Illwell se décide à passer à l'action. C'est à présent chose faite. Rendez-vous compte, à une semaine près, il y a 7 ans à la date du 4 juin 2018, nous découvrions Imu Nerona tenant dans le creux de sa main une photo de la princesse Nefertari Vivi et s'asseyant sur le trône vacant. C'est une dinguerie. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo analyse théorie sur le chapitre 1150 afin de décortiquer tous les éléments clés mais aussi pour théoriser sur la suite des événements. Wayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur One Piece pour faire une review complète du chapitre 1150 de One Piece qui est sorti de la semaine dernière et qui s'avère être une véritable masterclass tellement il y a d'éléments à l'intérieur et je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo analyse sur le sujet. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il était fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Eh ben écoutez, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir démarrer notre vidéo en bonne et due forme, mais avant, nous allons établir le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en deux parties différentes. La première partie sera consacrée à analyser et décortiquer le chapitre 1150 de One Piece, puis ensuite viendra la deuxième partie où là, je vous ferai part de deux petites théories pour la suite des événements suite au chapitre 1150 de One Piece. Et ben écoutez, maintenant que nous avons terminé avec l'introduction suivie du sommaire de notre vidéo, nous allons pouvoir démarrer avec la première partie. Le chapitre 1150 de One Piece. Et bah, je ne sais pas ce que vous en pensez vous derrière votre écran, mais moi, je pense qu'on peut d'ores et déjà le qualifier comme étant actuellement le meilleur chapitre de l'année 2025. C'était une masterclass. Je sais pas ce qu'Oda a fait durant la semaine dernière, mais là, on est passé du statut de low piece à masterpiece en l'espace de 2 chapitres. Oui, j'ai dit low piece à masterpiece. Parce que, je sais pas comment vous avez vécu les derniers chapitres de One Piece, mais chapitre 1149 mis à part, moi personnellement, j'étais presque en train de lire One Piece en dilettant. Littéralement, parce que il faut mettre les termes, on a carrément Gunko qui met littéralement une abonnée à une bonne partie de l'équipage, Nami, Usopp, Brook, Jinbei carrément, alors que moi j'étais le premier à me dire, bah, il y a Jinbei dans l'équipe donc forcément il risque pas grand chose, mais que Nini, il y a rien du tout là. Il y a Gunko qui arrive et qui met carrément tout le monde en déroute. Ça m'a légèrement refroidi pour un équipage d'empereur. Moi je dis ça, je dis rien. Ensuite, il y a toute la trame narrative, etc. Il y a Gaban qui, moi je mettais quand même Gaban sur un piédestal. Au final, pour des raisons X, on va pas revenir sur le sujet, il s'est laissé plus ou moins empaler par les flèches de Gunko. Voilà, je dis ça aussi. Et à côté de cela, il y a toujours Luffy, Zoro, Sanji qui manquent à l'appel et qui sont toujours coincés dans le royaume des morts, accompagnés par Ajrudin et l'équipage des géants. Enfin plutôt, le nouvel équipage des géants. Faut pas quand même confondre les deux, voilà. Mais quoi qu'il en soit, je dis ça, je dis rien, mais il faudrait peut-être qu'ils envisagent de remonter là maintenant. Enfin, j'espère, parce que là, il y a urgence. Je dis ça, je dis rien. Moi, je dis ça, je dis rien. Bref, c'était pas la hype absolue jusqu'au chapitre 1149. Et au chapitre 1149, on a l'arrivée de Imu-sama. Alors là, c'était stratosphérique. Et ce qui était en plus intéressant, c'est qu'au moment où ce dernier, ou plutôt devrais-je dire maintenant, cette dernière, parce que visiblement, c'est acté, Imu est une femme. Oui, Imu est une femme, donc on va dire maintenant elle, elle dit que Marie-Joise est en proie aux flammes. Et là, par contre, ça m'a interpellé parce que beaucoup de personnes pensent qu'il s'agirait de l'armée révolutionnaire.
Moi, j'y crois pas un seul instant. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un coup de l'équipage de Barbe Noire. Alors, vous allez me dire, pourquoi Barbe Noire? Bah, tout simplement parce que le laps de temps entre l'attaque de l'armée révolutionnaire sur la rêverie et l'attaque que subit actuellement Marie-Choise, le laps de temps est trop court. Donc, pour moi, c'est un peu trop gros que ce soit une nouvelle fois l'armée révolutionnaire qui attaque Marie-Choise. D'autant que l'on sait que Barbe Noire a vraiment cette envie de prendre le pouvoir, quitte à monter en terre sainte de Marie-Choise, littéralement. Et vous allez me dire dans un petit instant, mais ok, peut-être Barbe Noire, mais comment il se serait rendu sur Marie-Joise? Et bah tout simplement grâce au fruit de la téléportation de Van Augure. Ça va pas chercher plus loin. Littéralement, oui, littéralement. Et aussi, élément à ne pas négliger également, c'est qu'en tout début de manga, on a eu Lafitte qui était présent lors d'une réunion des grands corsaires sur Marie-Joise. Ça plus ça plus ça me fait dire que ce n'est pas forcément l'armée révolutionnaire qui est en train de lancer un assaut sur Marie-Joise au moment du chapitre 1150, mais plutôt l'équipage de Barbe Noire. Et jeudi dernier, Oda nous a sorti la bombe atomique, le character design de Imu Nerona sous la forme de Gunko en tant que vaisseau. C'est un truc de dingo. Et en plus, ça rime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai été halluciné. Déjà, par rapport à son character design, on a littéralement le character design du diable, d'un démon, avec le trident, la queue en forme de pointe de flèche, il y a également les ailes, tout ça coïncide avec l'aspect démoniaque. Et je pense, au même titre que beaucoup d'autres personnes, que Imu Nerona, est littéralement un démon, si ce n'est pas le diable en personne lié au fruit du démon. Il me semble que... Alors, je crois que c'est le Mont Corvo qui avait dit ça, mais je ne suis pas sûr, mais ils avaient évoqué le fait que Imu Nerona soit le démon des fruits du démon, mais moi, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Je pense qu'ils ont tout à fait raison et je suis d'accord avec eux sur ce point-là. Et il y a un point qui m'a quand même assez interpellé dans le chapitre 1150, c'est que Eiichiro Oda a transformé One Piece en Fairy Tail. Bah maintenant, après les fruits du démon, le haki, l'éveil des fruits du démon, et bah on a littéralement de la magie. Donc, de la magie noire, donc littéralement, je suis désolé, bah on remplace Immunerona par Zélef et les protagonistes, en l'occurrence Luffy par Natsu, et on a du Fairy Tail. Je suis désolé. Alors, ok, je fais un peu de second degré par rapport à ça, mais de la magie dans One Piece. Y a-t-il que moi que ça a interpellé? Non, parce que franchement, c'est un peu gros, c'est, c'est ridicule. Un monde de pirates où il y a de la magie. Alors, le fruit de la magie? Ok. Le fruit de la magie noire? Bon, je sais pas, mais moi ça m'a interpellé. Après, moi je dis ça, je dis rien. Et moi, au moment de l'apparition de Munerona, ce qui m'a tout de suite interpellé, vous savez ce que c'est? Eh bah, c'est le haki surpuissant de cette dernière. Déjà, il y a un truc qui est semblable entre Joy Boy, qui est apparu à la fin de l'arc Deckhead par le biais du nœud desserré du robot Hermes, et ce qu'on voit sur Airbaf avec Munerona. Ça, c'est un truc de dingue. Et aussi, il y a aussi un point qui m'a un peu interpellé, c'est le fait que Imu Nerona, sous la forme de Gunko, ait des cheveux longs. Alors, il y a toujours un doute qui subsiste par rapport à la réelle identité de Imu Nerona, par rapport surtout au fait que peut-être il s'agirait de Lily Nefertari, mais il y a une chose qui trompe pas, c'est que le personnage d'Imu Nerona devrait avoir probablement les cheveux longs, ce qui coïnciderait avec les longs cheveux de Lily Nefertari, et par définition de Nefertari Vivi également. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose que Oda nous dit implicitement. Je dis bien implicitement. Donc, on continue un peu la lecture du chapitre 1150, et on a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que au moment de l'arrivée de Munerona, eh ben, il y a les enfants qui se sont carrément échappés, plus ou moins échappés, et qui se sont réorientés vers les géants qui étaient à leur secours. Et à ce moment-là, on voit que Munerona utilise une décharge de Haki des Rois en disant « Vous me cassez les oreilles ». Et la page d'après, on voit l'équipage, donc
Nami, Usopp, Brook et Jinbei qui résistent à son haki surpuissant. Et là, ça dénote quand même la puissance de l'équipage de Luffy, même si ils se sont fait avoir bêtement par Gunko quelques chapitres plus tôt. Ça, c'est intéressant. Après, par la suite, il y a aussi le sceau. Le sceau, le pentagramme que Mu Nerona va faire apparaître à l'aide de son trident. Et là, on est dans une dynamique assez particulière où on a Mu qui fait appel à de la magie noire, de la sorcellerie, de la magie, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Oda, mais j'ai toujours dit qu'Oda avait un souci par rapport à sa gestion de la puissance des personnages, parce que là, on était parti sur des personnages qui utilisent des fruits de démon. Après, on nous a présenté les fruits de démon de Tsuruga comme étant le summum de la puissance. Ensuite est arrivé le haki offensif, le haki des rois, le haki de l'observation, permettant de voir dans le futur. Nous avons eu également l'éveil des fruits du démon, et là, littéralement, de la magie. De la magie. Oda nous a fait un scénario à la Fairy Tail ou quoi? Enfin, je dis ça, mais moi je dis rien, hein. De la magie noire. Littéralement. Alors, ça coïncide avec le fait que Mu Nerona soit un démon, mais de là à faire en sorte qu'il s'agisse littéralement, au sens propre du terme, de saut magique, quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, je vois pas ce que ça vient faire dans un monde comme One Piece, qui est un monde de pirates. Quand bien même, il y ait des fruits du démon. J'attends quelques informations supplémentaires par rapport à l'auteur sur ce point-là. Moi, je dis ça, je dis rien. Ensuite, il y a un point qui est intéressant. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir Mu Nerona qui va avoir une altercation avec Brogy, qui va lui demander si elle fait partie des Chevaliers Divins, si c'est la responsable de tout ce raffut, de tout ce scandale sur l'île d'Erbaf. Et à ce moment-là, Mu Nerona va faire apparaître un grimoire, un codex, qui va permettre de sortir de son contenu une dague avec un espèce de fusil, une arme qui est vraisemblablement assez semblable à ce qu'on peut voir dans la piraterie. Ça, franchement, j'ai aimé. Et là, je vais faire un parallèle avec quelque chose qui s'est passé il y a de cela quelques années. C'est Marshall D. Teach qui vole le pouvoir du fruit du démon de Barbe Blanche. On ne sait toujours pas comment ça s'est produit. Et moi, à l'époque, j'ai pensé à Barbe Noire qui utilisait un espèce d'artefact permettant d'extraire le fruit du démon de son ancien porteur. Et là, le fait que Mu Nerona sorte de son grimoire, de son codex, des armes, ça m'a fait tilt parce que, imaginons que Barbe Noire ait accès à un de ces artefacts antiques, voilà, on va dire que c'est des artefacts antiques, qui permettent de subtiliser les pouvoirs d'un fruit du démon. Alors oui, là certains vont me faire les gros yeux en pensant à ce qui s'est passé entre Katerina Devon et Saint Saturne sur Egghead, où cette dernière n'a eu juste besoin que de le toucher pour prendre son fruit du démon, ou pour tout du moins le copier, mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Tout du moins, c'est ce que je pense. Autre élément qui m'a aussi interpellé et qui fait quand même écho avec cette histoire de grimoire et de codex, c'est que moi, ça m'a littéralement fait penser à Kuroro Lucifer dans Hunter x Hunter, où ce dernier utilise un bouquin pour utiliser plusieurs techniques, plusieurs nains différents, et ça m'a vraiment fait penser à ce qu'il y avait dans Hunter x Hunter. Peut-être un petit clin d'œil de la part de l'auteur à l'œuvre d'Hunter x Hunter, mais moi ça m'a tout de suite fait tilt par rapport au grimoire et surtout par rapport au fait qu'il y ait des armes qui en sortent. Suite à ça, on va avoir Imu qui va donner un ordre à Brogy, celui d'aller tuer Jarl à la barbe Sim, le chef des géants, et prendre sa place en tant que roi et chef des géants. Et là, coup de théâtre, on va avoir Brogy qui va se transformer en démon après que Imu ait lancé l'incantation contrat démoniaque sur ce dernier. Et là, on a littéralement Brogy qui est devenu gigantesque. Et à partir de là, on a un élément vraiment très intéressant qu'Oda nous dit à travers Imu-sama, c'est que cette dernière va demander à Brogy de lui donner une partie de son espérance de vie, mais en compensation, elle va lui offrir un corps immortel doté d'une force surnaturelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'Oda nous donne la réponse sur l'immortalité d'Imu Nerona.
Imu se sert de l'espérance de vie d'autrui qu'il reconvertit en tant que démon. Elle prend l'espérance de vie des personnes qu'elle reconvertit en démons pour se rajeunir. C'est un truc de dingue. Moi, je sais pas si vous avez percuté, mais moi, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Alors moi, je trouve qu'Oda, là, il a fait un choix très judicieux parce que c'est encore mieux que la chirurgie de jouvence du Opeopénomie. Et franchement, moi, je lui dis bravo. Là, franchement, je lui dis bravo. C'est très très bien trouvé. À partir de là, il y a aussi un autre élément qui m'a interpellé, celui du sceau, du pentacle démoniaque d'Imu, parce que si il y a un pentacle, un contrat démoniaque et un sceau démoniaque en adéquation, il y a forcément son antithèse, à savoir un sceau sacré. Et là, de mon point de vue, il est très probable que Luffy, au cours d'un prochain level up, va développer un sceau sacré permettant de délivrer les personnes sous l'emprise du contrat démoniaque d'Imu. Voilà, pour moi, c'est obligé parce que c'est la norme dans toutes les œuvres qui utilisent des personnages utilisant la magie. Il y a forcément des incantations maléfiques et des incantations sacrées, divines, et c'est sûr et certain qu'on va avoir ça avec Luffy qui va développer un espèce de sceau sacré permettant les personnes de se délivrer du contrat démoniaque d'Imu. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. À mon avis, ça arrivera au cours d'un prochain level up, le Gear 6 peut-être, je sais pas, hypothétique, sait-on jamais, mais je pense qu'on va avoir dans un avenir à moyen terme un Luffy qui sait utiliser un sceau sacré ou quelque chose qui s'y rapporte permettant de délivrer les personnages de leur contrat démoniaque et du coup de l'emprise d'Imu Nerona. Pour moi, je pense que ça c'est aussi quelque chose qui se profile à l'horizon. En plus, on a une espèce de double page où on a l'ensemble des géants démoniaques, parce qu'il y a également quelques autres géants qui ont subi le même sort, qui ont limite la même taille que celle de Loki. Et avec cette double page des plus masterclass, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il va se passer dans le chapitre 1151 de One Piece. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons terminé avec la première partie de notre vidéo, nous allons à présent enchaîner avec la deuxième partie qui va porter sur la présentation de 2 mini-théories qui porteront sur la suite des événements. Donc, à présent, nous allons enchaîner avec la première des 2 théories liées à la suite des événements sur l'arc d'Elbaf. Première théorie qui est probablement la plus appréciée des fans, l'affrontement de Luffy face à Imu. La rencontre entre le dieu de la libération Nika et le démon de Marie-Joise en personne. Seulement, nous allons nous intéresser à une variante qui reste sur le même principe, mais qui va introduire un personnage qui est tout aussi mystérieux que le dirigeant de la Terre Sainte, celui qui fut surnommé le premier pirate, celui qui mit Imu Nerona à genoux, Joy Boy. À cet instant, je me dois de vous expliquer sur quoi je me base pour affirmer qu'il n'est pas impossible que nous assistions à l'arrivée de Joy Boy et que le premier exemple menant à cette conclusion remonte à plusieurs années. C'est au chapitre 1043 de One Piece que nous apprenions que Monkey D. Luffy perdit la vie des suites de son affrontement face à Kaido. Peu de temps après, nous découvrions que ce dernier revint d'entre les morts sous une nouvelle forme, celle de Joy Boy. À cet instant, imaginons qu'à ce moment-là, Luffy fut sauvé par un résidu de la conscience de Joy Boy ancré au Ito Ito no Mi, à l'image de ce que nous avions vu au chapitre 1122 lorsqu'Emmet utilisa le Haki des rois de Joy Boy pour permettre à l'équipage de Luffy et celui des géants d'Elbaf de fuir Deckhead. Imaginons qu'au moment de l'éveil du Ito Ito no Mi, la conscience résiduelle de Joy Boy fut ressuscitée à travers Luffy et puisse effectuer une permutation de conscience à l'image de ce que nous pouvons observer entre Gunko et Mu. Nous aurions ainsi une nouvelle rencontre sur Elbaf entre les 2 plus grands protagonistes du siècle oublié sur la Terre des Guerriers.
l'objectif final étant la libération de l'équipage des géants sous l'emprise du pacte démoniaque d'Immu Nerona. Cette théorie se base également sur un schéma qui est assez récurrent dans les mangas shonen où l'on retrouve au moins une fois dans l'histoire un combat entre les protagonistes de l'ancienne génération de l'œuvre. Pour donner quelques exemples, nous avons le Hashirama vs Madara dans Naruto, Shinigami face au grand dévoreur Ashura dans Soul Eater, le très connu combat entre All for One et All Might dans My Hero Academy, ou pour finir Yamamoto Genryusai face à Iwabara dans Bleach. Une dynamique assez semblable qui pourrait survenir avec Joy Boy et Mu Nerona dans un combat des plus épiques. Malheureusement, si cette théorie s'avère être exacte, nous pouvons d'ores et déjà pronostiquer la défaite de Joy Boy car n'ayant pas accès à la totalité de sa puissance et en sachant que le niveau de puissance de Luffy est inférieur au sien, nous aurions inévitablement une défaite de ce dernier. Est-ce que cela signifierait pour autant la mort de Luffy à l'issue du combat? Non. En revanche, cela permettra à ce dernier de comprendre qu'il faudra qu'il acquiert plus de puissance qu'il n'a actuellement pour faire face aux démons de la Terre Sainte de Marie-Joise. Pour rappel, gardez à l'esprit que Luffy dispose, encore hypothétiquement parlant, de 2 niveaux de puissance supplémentaires par rapport au Gear 5. Connaissez-vous l'expression « on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même » ? Cette expression pourrait prendre tout son sens au sein même de l'arc d'Erbaf avec l'arrivée de Mu Nerona afin d'accomplir une mission qui n'a pu être menée à bien ni par la marine, ni le Cypher Pole au même titre que le Conseil des 5 doyens. Celle de capturer la dernière survivante de l'île d'Ohara, celle capable de déchiffrer l'écriture antique des poneglyphes, j'ai nommé Nico Robin. Théorie tout à fait envisageable dans la mesure où cela permettrait au souverain de Marie-Joise d'acquérir 2 objectifs stratégiques pour la stabilité de son royaume et du régime actuel. D'un côté, acquérir la puissance de l'armée des géants d'Erbaf reconvertie en démons par le pacte démoniaque et ainsi accroître la puissance de l'armée de la Terre Sainte. Et de l'autre, mettre la main sur la seule personne pouvant révéler les secrets du siècle oublié. Cette théorie est d'autant plus pertinente dans la mesure où seul le savoir d'Ohara peut croître la crédibilité des propos de Vegapunk tenus sur Egghead lors de son allocution. Robin, une fois entre les mains de Mu, se verra marquer du sceau permettant le passage dans les abysses pour directement atterrir sur Marie-Joise. Si cette théorie s'avère être exacte, Oda pourrait nous laisser entrevoir ce qu'il projette de faire à la suite de l'arc d'Erbaf, à savoir un arc réservé au sauvetage de Robin, retenue prisonnière sur la Terre Sainte de Marie-Joise. Concernant la suite de l'arc d'Erbaf, il est plus ou moins clair que nous nous dirigeons vers un affrontement entre d'un côté les chevaliers divins Somers, Gellingham et Gunko associés aux géants démoniaques d'Erbaf face aux Mugiwara associés à Loki et au nouvel équipage des géants. Par la suite, entre le moment de l'enlèvement de Robin et son sauvetage, se passera un laps de temps pour permettre à l'ensemble de l'équipage, au moyen d'un deuxième entraînement, de gagner en puissance pour pouvoir affronter les chevaliers divins restants. Ces derniers ayant compris que les chevaliers divins étaient de redoutables adversaires et ce, sans parler de Mu Nerona et des 5 doyens encore plus redoutables. Bon, et ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on est amenés à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas l'essentiel. Jané.